Est-ce que vous en voulez encore aux Allemands? On les avait devant nous et nous tirait dessus. Nous, on leur tirait dessus et nous n'avait jamais fait de mal. Nous non plus, et eux non plus, nous faisaient jamais de mal. Seulement, on se battait sans savoir pourquoi. La liberté est une notion bien complexe. Pour certains, c'est l'idée d'agir comme on le veut, sans aucune restriction. On pourrait penser à l'état de nature, où le loup peut décider de chasser le lièvre, puis de se diriger dans la direction qu'il souhaite. Mais qu'en est-il des hommes? Se démarquant des autres espèces par notre culture, nous avons créé la société, où nous pouvons vivre à la contrainte des lois et du respect de son prochain. Mais si nous coexistons via des règles, peut-on dire que nous sommes réellement libres? Selon Rousseau, c'était le cas. Le contrat social, c'est l'échange de sa liberté contre la sécurité. Les lois protègent nos libertés de ceux qui abuseraient de leur pouvoir. Et donc, c'est par la restriction de nos libertés que nous pouvons la préserver. Un peu étrange comme concept. C'est un oxymore. Les chaînes de cette liberté nous permettent néanmoins d'accéder à une technologie supérieure. Si l'indigène peut nous sembler totalement libre et en dehors de toute superficialité, il ne peut pas voyager d'un pays à l'autre en seulement quelques jours. L'occidental se pensera alors plus libre que l'autochtone, qui lui-même se pensera plus libre que les hommes de la ville. Mais ces libertés relatives sont influencées par notre milieu social, culturel et historique, et donc soumis à un référentiel. L'homme est la mesure de toute chose. Comment penser alors l'homme libre? On pense que l'esclave est celui qui agit par commandement, et l'homme libre celui qui agit selon son bon plaisir. Pour Spinoza, cela n'est pas réel, car l'homme captif de son propre plaisir est aveuglé par ses désirs qui le rapprochent plus de l'esclave que de l'homme libre. Je peux être libre de décider de m'enivrer à longueur de journée, mais alors ne serais-je pas esclave de mes propres addictions? On peut penser alors que la liberté, c'est celui qui vit uniquement sous la conduite de la raison. Ce serait être maître de soi, en fonction de ce que l'on juge utile à notre existence. Et donc, obéir aux lois en tant qu'acteur, c'est-à-dire en connaissant pourquoi nous le faisons, et en tant que condition à une liberté plus grande. Car si le loup n'a littéralement aucune restriction, à l'état de nature, l'homme également. Si pour Thomas Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, c'est que sans règle, sous la liberté la plus totale, seul le chaos des rapports de force ferait loi, et les plus faibles n'auraient rien à redire. Si parfois on dit que l'homme est libre, il est au moins conditionné à sa propre nature, ça va de soi. Dans un contexte où l'humanité est séparée par deux croyances opposées, la matière et la pensée, certains philosophes essayent de se placer au-delà de cette dichotomie. Le débat de l'idéalisme ou du matérialisme n'est qu'une illusion pour certains. Selon Schopenhauer, le monde est réductible à un seul principe. Il forme une unité. Il explique dans son œuvre Le monde comme volonté et comme représentation que tout ce qui est accessible à l'homme, c'est-à-dire tout ce qui est sensible, en d'autres termes, le monde que nous connaissons, n'est qu'une surface qu'il appelle la représentation. C'est la face visible de l'iceberg. Il pense que nous ne connaissons pas la globalité du monde qui nous entoure, car ce dernier, qu'il appelle la volonté, est inaccessible à nos capacités humaines. C'est après avoir observé le caractère spécial de la matière et des lois de la nature qu'il voit en tous ces phénomènes des manifestations de cette volonté. C'est les lois générales et immuables auxquelles se conforment tous les corps, même ceux dépourvus d'organes et sensibles d'aucune excitation, qu'il voit des manifestations de notre essence, cette fameuse volonté. Si nous voyons avec quelle puissante et irrésistible impulsion les eaux se précipitent vers les profondeurs, avec quelle ténacité l'aimant se dirige toujours vers le pôle Nord, si nous voyons l'attraction que ce dernier exerce sur l'acier et avec quelle violence les pôles électriques tentent de se réunir, si nous voyons avec quelle rapidité et soudaineté se forme le cristal, et combien est régulière cette formation qui, selon toute apparence, n'est qu'une aspiration dans des directions différentes, parfaitement décidée et exactement déterminée, si nous sentons immédiatement le poids de notre corps acculé par la pression vers la masse terrestre, alors il nous faut reconnaître qu'il est une seule et même chose. Tout comme les premiers rayons de l'aurore partagent avec les rayons du soleil de midi le nom de lumière, ici comme là, il faut introduire le nom de volonté, qui désigne l'être en soi de toute chose dans le monde et l'unique cœur de tout phénomène. Voyez-vous ce caractère étrange de notre instinct, qui nous pousse à nous reproduire et à essayer de nous élever, à survivre dans certaines situations critiques sans qu'on en sache la raison, alors que pourtant, la vie est absurde, car toujours rattrapée par la mort. Cet instinct qui n'obéit à aucune logique
Beaucoup s'accordent à dire qu'il est d'origine animale. On ne sait pas pourquoi on lui obéit. C'est ce comportement si étrange qu'il appelle la volonté. Une notion qui nous échappe car elle s'inscrit au-delà des notions d'espace et de temps. La volonté, c'est cette face cachée, qui selon Schopenhauer, anime chaque chose à se perpétuer. Elle conditionne le monde. Et la seule chose que nous pouvons dire de la vie, c'est qu'elle existe. On ne peut rien savoir d'autre, car sa finalité est simplement de se préserver. Et tous les artifices de l'existence, comme l'amour, ne seraient que la représentation de cette volonté. L'amour serait la forme culturellement acceptée de la finalité qui est l'acte sexuel, pour encore amener la vie à se perpétuer. L'humanité se différencie de l'animal car il est doté d'une conscience plus développée qui va l'amener à se questionner constamment sur le sens de son existence. Alors que l'animal, lui, se contente d'être dans l'existence uniquement. C'est ce qui est pour Schopenhauer toute la tragédie des hommes qui, à différents niveaux, vont se questionner. Et en l'absence de réponse, cela va affecter leur rapport à la vie, de manière anxieuse, affective et mentale. C'est une véritable tragédie car nous serions condamnés à perpétuer une volonté insaisissable et indéfiniment, sans jamais pouvoir en connaître la raison. L'homme serait condamné à la souffrance. C'est par le biais de cette observation qu'il nous incombe que depuis la nuit des temps, en quête de sens, nous cherchons également à atteindre la liberté. Pour Schopenhauer, ce n'est qu'une illusion, nous ne sommes qu'existants comme volonté. Mais que nous le soyons ou non, peu importe. Car de toute manière, qu'on croie au libre arbitre ou au déterminisme, on se comporte tous comme si on était libre. Peu importe si ma vie n'est pas sous mon contrôle, je vais continuer à essayer d'atteindre mes objectifs par mes efforts. Je vais continuer à espérer tomber sur le chiffre que je souhaite en lançant mon dé. Je vais continuer à être énervé par mon camarade quand il va m'injurier. Je vais continuer à élever ma condition en cherchant ma liberté. Alors, cette notion importante, autant recherchée que mise en scène dans l'art, aura pour tous une interprétation très différente. La liberté des uns s'arrête-t-elle là où commence celle des autres ? Peut-elle être bornée ? Est-elle forcément un obstacle à la solidarité ? Au final, cette notion en est peut-être une liée à de nombreuses autres. Aujourd'hui, nous allons pour illustrer cette thématique, nous replonger dans ce qui est pour moi l'une des œuvres les plus marquantes et les mieux écrites de ces dernières décennies, ou pour qui son personnage principal aura retourné le monde pour que les oiseaux ne se satisfassent pas de leur cage. Tout comme on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa nationalité. Et si on est en tant qu'Eldien, au sein des murs, enfermant son peuple en exil du monde sur une île aussi dangereuse qu'inconnue pour ses habitants, il pourrait être légitime de se demander pourquoi. Après tout, l'homme est condamné à être libre, ou au moins, il est condamné à se comporter comme s'il l'était. Pour Eren Yeager, découvrant et grandissant dans un pays clôturé entre ces gigantesques murailles, l'existence ne pouvait se réduire à cette condition. Pourquoi ? Pourquoi nous ne savons pas ce qu'il y a au-delà des murs ? Pourquoi les titans, bêtes anthropophages qui semblent dénuées d'âme, nous oppressent ? Ils se ruent vers les hommes afin de les dévorer alors même qu'ils n'ont pas besoin de se nourrir. Ils paraissent comme des obstacles de l'histoire. Si le livre d'Armin décrit des paysages à perte de vue, pourquoi devrions-nous accepter qu'ils n'en soient que des mots ? N'ai-je pas le droit d'en voir ces horizons ? Dans un pays où ces murailles nous privent de sortir, il nous est en fait privé d'un de nos plus grands droits. C'est pourtant l'enfer qui nous attend à l'extérieur. Eren, pourquoi veux-tu partir explorer le monde ? Parce qu'il est né dans ce monde. Une réponse candide, mais dont on ne peut difficilement nier la logique. Le nom de cette île, Paradis, n'a pas été choisi au hasard. Inspiré par le poème Le Paradis perdu de John Milton, Isayama illustre le dernier rempart de l'humanité eldienne comme un paradis terrestre. Suite à une période de guerre intense, Karl Fritz, le 145e roi d'Eldia, fit vœu grâce au pouvoir des titans de renoncer aux hostilités face aux Mar, la puissante nation qui dominait autrefois le continent. Après des siècles d'hégémonie, la guerre arrivant à un point de basculement,
le roi Fritz décida d'exiler Eldia sur l'île de Paradis, pour empêcher la chute de son peuple et garantir la procréation de sa descendance. Les péchés de son empire et de ses ancêtres étaient si graves qu'il pensait qu'ils ne pourraient jamais être expiés. Rongé par la culpabilité, il conspira avec la famille Tybur, clan eldien, allié et à la tête des Mârs. Exilé sur l'île, le roi érigea les 3 murailles de Paradis. Possédant toujours l'arme ultime, le titan originel, le marché était le suivant. Si un acte de guerre était commis, les millions de titans à l'intérieur des murailles se déchaîneraient afin de raser la surface du monde. Un grand terrassement. Voulant savourer une période de paix, le 145e roi effaça la mémoire de son peuple grâce au pouvoir des titans, excepté la famille royale devant perpétuer la conservation du secret et du titan originel. Nous voici avec un peuple ignorant, pensant être les derniers survivants de l'humanité contre les titans et gouvernés par des dirigeants obscurantistes. Du côté Mâr, la guerre continua contre le reste du monde. Une nation militaire puissante par la possession des autres titans primordiaux, une nation nous rappelant les plus terribles périodes de notre monde. Oppressant les Eldiens restants du continent, parqués en camps de concentration et utilisés en chair à canon face au conflit. Les années passent et les avancées technologiques militaires se font ressentir. Le pouvoir des titans n'est plus aussi efficace qu'il l'était autrefois. Mais il reste un pouvoir puissant. Le plus puissant d'entre tous, le titan originel, gardé au sein de Paradis à la force nécessaire pour diriger le monde. Voilà que la nation Mâr se donne alors pour objectif de l'obtenir, malgré le précédent marché du roi Fritz. Le royaume des murs est un paradis. Pendant que le monde est en guerre, les Eldiens vivent en autarcie, ignorant les atrocités extérieures. Hannes, soldat de la garnison, est un personnage irresponsable et bon vivant. Alors qu'il est en service, il boit, joue aux cartes et profite de la tranquillité des lieux. Il représente l'attitude générale de la population, l'homme moyen, le comportement du troupeau, celui qui sait qu'il se passe quelque chose, mais qui décide d'ignorer. Faisons comme s'il n'y avait pas de titan à l'extérieur, comme si l'humanité n'était pas restreinte. Faisons comme si nous étions libres. C'est lui qui rassure Eren en lui disant que les murs sont depuis des décennies une protection de taille, inviolable et imparable. Mais pour Eren, ce discours est insupportable. Même si nous sommes en sécurité, il y a comme une aura qui semble constamment peser sur l'humanité. Le caractère oppressif des titans conditionne les Eldiens à une aliénation. Car voilà un peuple pensant bien agir en répulsant un sentiment pourtant des plus naturels, la curiosité et le besoin de liberté. C'est un peuple qui a intériorisé l'oppression des titans par la peur, renonçant alors à ce besoin et se consolant dans la sécurité des murs. Il leur paraît être alors totalement normal d'être enfermés, tels des bêtes en cage. Au contraire, le seul symbole de révolte présenté par les soldats du bataillon d'exploration passe pour un groupe de marginaux, des individus étranges, prêts à remettre en cause cette condition jusqu'à donner leur vie à s'aventurer au-delà des murs. En même temps, à chaque retour d'expédition, les voilà bouleversés, des expressions mortifères, des soldats exsangues, des défaites et des douleurs. Mais pour notre protagoniste, cela n'est rien. Si le prix à payer semble bien trop grand pour la majorité des hommes, pour Eren, la fin justifie les moyens, et les défaites sont vaines face à l'espoir d'une plus grande liberté. Être engagé dans des quêtes de sens, tenir des beaux discours, critiquer les passifs, c'est bien. Mais pour ça, il faut au moins en avoir l'étoffe. Ça vaut quoi si on n'en a pas les compétences? Si vous vous définissez comme militant, alors engagez-vous cœurs et âme, jusqu'à un point de non-retour. Car sinon, c'est ridicule. Car sinon, qui nous dit que vous ne vous mentez pas à vous-même? Les quêtes nobles sont séduisantes, certes, mais est-ce suffisant pour tenir leur sens et leurs répercussions? Depuis toujours, l'homme n'est soumis qu'à sa propre faiblesse. Et sa force ne vient que par sa capacité à fédérer, à rassembler. Car si tout seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Il nous arrive alors un sentiment, le devoir de nous démarquer, comme preuve de distinction et de réussite. Voilà toute la tragédie qui tourmente la vie du sergent instructeur. Le soldat qui était autrefois major du bataillon d'exploration n'est aujourd'hui plus qu'un petit rouage du corps armé, qui jadis souffre du complexe de n'avoir été qu'un simple spectateur, malgré ses ambitions grandissantes. なぜ凡人は何もせず死ぬまで生きていられるかわかるか。まず想像力に乏しいからだ。その結果何も成し得ずただクソを垂らしただけの人生を恥じることもない。
偉業を成し遂げること、いや、理解することすら不可能だろう。そのわずかな切れ端すら、手当たり次第、男に愛想を振りまき、酒をついで回るしか取り柄のないものなんぞには、決して。そう。凡人は何も成し遂げなかった。特別な人間はいる。ただそれが自分ではなかったというだけのこと。Lui aussi pensait être spécial. On le pense tous d'ailleurs. Moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, j'y arriverai. Moi, ce sera autrement. Mais qu'en est-il réellement? Ce complexe, c'est celui qui revient à chaque défaite. C'est celui qu'on nomme parfois syndrome de l'imposteur. Qui sommes-nous pour prétendre nos responsabilités? Pourquoi pas un autre? Et par-dessus tout, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je suis vraiment capable d'assumer pleinement les implications de mon combat sans finir à regretter d'autres horizons? Ce devoir d'être spécial, certains s'y opposent, peut-être par égoïsme. La mère d'Eren, Carla, donne à l'ancien major une autre réponse. 特別じゃなきゃいけないんですか？私はそうは思いませんよ。少なくともこの子は偉大になんてならなくてもいい。人より優れていなくたって。だって見てくださいよ。こんなに可愛い。だからこの子はもう偉いんです。この世界に生まれてきてくれたんだから。Refusant la vie de remords et de résignation du sergent instructeur, pour Carla, s'engager dans des combats ardents n'est pas plus enviable que de vivre simplement. Pour elle, cette reconnaissance n'est pas primordiale, même si cela signifie vivre une vie de bassesse. Pourtant, c'est ironiquement que son fils sera le plus spécial des spécimens. Pour Schopenhauer, Carla est un personnage misérable, car elle est un pur rouage de la volonté du monde, faisant croire aux hommes qu'ils sont libres. Procréer, se suffire à cette condition et y trouver du sens, c'est pour lui continuer un cycle de vie qui perpétuera la triste réalité des hommes, qui vivent une existence complètement vide d'objectifs. En comparaison avec l'enceinte des murs, c'est perpétuer la misère de ses habitants dans des nouveaux cycles de souffrance. Si Carla trouve du sens dans l'amour et dans son enfant, c'est pour Schopenhauer rien d'autre qu'un subterfuge de la volonté pour nous faire consentir à la répétition du cycle de la vie. C'est irrationnel. Pourquoi avons-nous du désir sexuel? Aucune réponse n'est valable. Nous pouvons simplement constater que nous agissons comme des animaux. Survivre pour nous reproduire, et c'est tout. À côté des masses, ceux qui essayent de trouver un sens à ce cycle semblent condamnés à souffrir. Comme le pensait Spinoza, la liberté, ce n'est pas uniquement une question d'environnement ou de droit. C'est aussi le fait d'agir en étant maître de soi, et sous l'emprise d'aucun traumatisme, d'aucune addiction. C'est en fait l'idée d'agir en connaissant nos faiblesses et la possibilité de choisir la raison ou le cœur. Kenny Ackerman, le chef des brigades centrales, nous délivre un ultime message après la bataille sous la caverne de cristal et la transformation de Rodrace. Gravement blessé par la déflagration du Titan, il livre une observation, comme chant du cygne. Il semble affirmer que ce qui nous anime tous au quotidien, c'est l'obsession. Selon Kenny, la liberté n'est qu'illusoire, car nous ne serions pas capables d'avancer et de rêver autant si nous n'avions pas une obsession grandissante. Nous sommes tous l'esclave de quelque chose. 俺が見てきた奴らみんなそうだった。酒だったり女だったり神様だったりもする。一族、王様、夢、子供、力。みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。あいつでさえも。Cette idée semble incarnée par la majorité des personnages. Ces préoccupations obsèdent individuellement chaque homme, le permettant de chercher un sens là où il n'y en a pas forcément. Tous soumis à leurs démons et à leur caractère, les acteurs s'en déferront grâce à une écriture classique, mais très efficace, du récit initiatique. エレンがどうしたの？例の3人組に僕が買ったパン取られちゃって、それで取り返しに一人で。
Mikasa Ackerman, le personnage qui ne paraissait être au début qu'un faire-valoir pour le développement du trio, aura été finalement le personnage clé de cette grande saga. Aux côtés d'Eren et d'Armin, Mikasa est la seule montrant de véritables qualités héroïques, au sens noble du terme. Cette figure froide, taiseuse, manifestant une indifférence pour le monde à l'exception de son ami, représente l'émotion la plus humaine et la plus interdite au sein de cette guerre perpétuelle. Le plus gros tabou de l'attaque des Titans, l'amour. Ce qui fait de Mikasa un personnage torturé est son intériorité tiraillée entre son affection pour ses proches, son devoir et son amour pour celui qui est devenu monstre. Au fil des chapitres, Mikasa ne cesse de se remettre en question. Sa relation malsaine avec Eren évolue, et sa vision binaire du monde s'ouvre à d'autres horizons. La camaraderie de la caserne lui permet de se lier aux autres, et elle perd petit à petit son apparence marginale pour devenir un véritable héros. Aux derniers arcs, confrontée au Pro-Jäger, Mikasa fait prisonnière Louise, une jeune fille qu'elle avait précédemment sauvée durant la bataille de Trost. Admirative de Mikasa, Louise a tout mis en œuvre pour se rapprocher de son modèle. En tournant le dos à Louise, Mikasa tourne également le dos à son reflet. Elle se confronte à elle-même, qui, plus petite, était elle aussi aveuglée, fanatique et aliénée de sa relation avec Eren. Elle dépasse alors sa condition et se défait même totalement de ses chaînes par la conclusion du récit. Non, elle ne renonce pas à son amour, elle remet son écharpe, seul lien qui cristallise son sentiment, mais choisit le devoir à la passion en stoppant le grand terrassement par cette scène emblématique. Nous voilà avec l'unique expression charnelle de tout le récit, un romantisme tragique où notre personnage se voit rêver juste avant la décapitation d'une scène utopique où elle réside avec son bien-aimé, loin de la guerre. Observant la scène, Mikasa offre à Ymir, la grande prêtresse, un exemple de rébellion contre les chaînes de l'amour et du syndrome de Stockholm. Voici le véritable amour, celui qui n'est plus en prise, celui qui peut être choisi, celui qui peut être liberté. Délivrée de ses chaînes, Mikasa continue de vivre. En trouvant un deuxième amour, elle se marie et fonde une famille. Elle est aujourd'hui libre, seule héritière du fardeau de cette soif de volonté. Mais comme on peut accepter, mais ne jamais oublier, elle sera alors enterrée à côté de celui qu'elle a toujours aimé. Armin Arlette, meilleur ami d'Eren, est torturé depuis toujours par un complexe d'infériorité qu'il traînera tout au long du récit. Plus faible que tous ses camarades, il se considère comme un fardeau pour les autres. Il hait son corps qui a toujours freiné le jeune calculateur au rôle de stratège qui ferait mieux de s'abstenir du terrain. À ce sentiment d'infériorité s'ajoutera un syndrome du survivant, pour qui il sera condamné à être celui qui doit remplacer l'homme que personne ne pouvait remplacer. Choisi à la place du Major, il se retrouve à se questionner sans cesse et à devoir prouver sa légitimité à vivre. S'ajoute à ça une forte culpabilité, celle d'avoir dévoré Bertholdt. Et malgré la victoire du bataillon, il est le seul à se rendre régulièrement devant Annie pour lui raconter les événements extérieurs. Et s'il obtient finalement la force du titan colossal, le titan ayant la plus grande des puissances physiques, comme pour compenser sa faiblesse corporelle, ces tiraillements l'empêcheront d'utiliser régulièrement ses pouvoirs. Pourtant, il en avait l'occasion. Mais c'est seulement 2 fois qu'Armin a recours à son titan. Mais mettant en œuvre tout ce qu'il a pour lui, une sensibilité et une sincère intelligence, il s'élèvera pour prendre place comme un véritable commandant. Mais loin d'être un modèle de vertu, c'est un esprit calculateur, retors et manipulateur qui définit notre personnage. Étant pourtant ce jeune garçon rêvant plus que tout d'apercevoir la mer salée, les paysages de sable, de glace et de lave, il rencontrera une grande désillusion quand son ami de toujours, pourtant devant la mer, ne se réjouit pas et prit la décision d'éradiquer le continent. Comme tous les autres, il aura lui aussi droit à sa résolution. Portant le fardeau de tout un bataillon, il assumera sa place et aura finalement réussi. Erwin, il porte ton regard. Devenant le dernier major du bataillon, il aura bel et bien été celui qui aura sauvé l'humanité. Levi 兵長、自分はこれが奴らの生きた証だ。俺にとってはな。
イヴァンのものだ。Levi Ackerman, lui, sera obsédé par le lourd fardeau de ses choix. Il est un personnage qui incarne une figure existentialiste à la Jean-Paul Sartre. Ce surhomme, incarnant la figure du plus fort soldat de l'humanité, était pourtant destiné à un avenir de misère. Élevé par une mère contrainte de se prostituer, grandissant dans la violence et la pauvreté, il tire son mauvais caractère de ses origines prolétariennes. C'est tout au long du récit qu'il incarne un existentialisme angoissé, où notre caporal ne cessera d'être tourmenté par ses choix. Esclave de sa force et de ses capacités, il ne suivra pas une quête de puissance, mais une quête de vérité. Comment utiliser ses atouts pour le bien de l'humanité ? Esclave d'une liberté le contraignant à choisir, il ne saura jamais si ses décisions étaient les bonnes. エレン、お前と俺たちとの判断の相違は経験則に基づくものだ。だがな、そんなもんは当てにしなくていい。選べ。自分を信じるか、俺やこいつら調査兵団組織を信じるかだ。俺には分からない。ずっとそうだ。Pour Jean-Paul Sartre, comme pour Levi Ackerman, l'enfer, c'est les autres. Car il ne s'agit pas de se reposer sur son costume ou son statut de soldat pour que cela suffise à justifier le destin des hommes. Levi le sait, et cela le pèse plus que tout au monde. Bien que constamment admiré et rempli d'éloges, le caporal ne se contentera jamais de ses artifices. Car se satisfaire de ce regard, c'est oublier que son existence précède son essence. Levi n'est pas uniquement le soldat le plus fort du bataillon, il est celui qui ne saura jamais, par sa force, s'il n'aurait pas pu faire mieux, car après tout, c'est lui le plus haut référentiel. 自分の力を信じても、信頼に至る仲間の選択を信じても、結果は誰にもわからなかった。だから、まあせいぜい、悔いが残らない方を自分で選べ。Avoir confiance en lui ou croire en ses compagnons, voilà toute la dualité qui pèsera sur le soldat. Comme rouage trop important pour le cours des événements, il décide alors de confier cette tâche à Erwin Smith, commandant ultime qu'il juge plus apte à prendre ses décisions. Levi précise qu'il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises décisions. Il y aurait selon lui simplement des choix qu'il faut assumer. 何が本当に正しいかなんて、俺は言ってない。そんなことはわからないからな。お前は本当に間違っていたのか。Face à l'indécision de l'avenir, la seule chose à faire, c'est d'en porter la responsabilité. Prisonnier de cette angoisse, il réussira pourtant au terme d'une scène iconique à se défaire de ses chaînes, en prenant la pleine responsabilité de porter le plus lourd des choix de l'humanité. お前はよく戦った。おかげで俺たちはここまでたどり着くことができた。俺は選ぶぞ。夢を諦めて死んでくれ。新兵たちを地獄に導け。獣の巨人は俺が仕留める。Décidant à la place d'Erwin, il scelle son rêve et le condamne à la mort lors d'une charge suicide stratégique permettant d'atteindre l'ennemi. Et par la même occasion, il libère le major de son rôle existentiel. Levi ne doute plus et reprend ici le contrôle de son libre arbitre. 君たちは死ねと言われたら死ねるのか。死にたくありません。そうか、みんないい表情だ。では今ここにいる者を新たな調査兵団として迎え入れる。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。 Erwin Smith, major du bataillon d'exploration, aura lui aussi, pourtant semblant incarner un héros de guerre sans faille, ses propres angoisses. Celui qui représentait cette figure inspirante et fédératrice qui maniait autant l'épée que la plume, aura en fait été le personnage pour lequel, si l'humanité reposait ses espoirs en lui, elle reposait en fait sur un rêve des plus égoïstes. Si Erwin incarnait un machiavélisme total et une philosophie si conséquentialiste qu'elle n'était suivie par aucun des autres commandants d'armée, c'est que ses motivations venaient en fait d'une obsession ardue de découvrir la vérité sur les titans. Cela pour prouver que son père avait raison, et c'était pour lui encore plus important que le salut de l'humanité. Son caporal lui-même se voit douter et remettre régulièrement son autorité en question. Levi remarque Erwin sourire après la découverte de la nature des titans. Cela faisait des années que le bataillon tranchait et exterminait des humains. Cette découverte terrible, qui faisait apparaître un dégoût ébahi sur le visage du caporal, rendait heureux notre prince. お前、何を笑ってやがる。
何でもないさ。 Cela l'approchait de plus en plus vers sa quête de vérité. Et c'est surtout la veille de la reconquête de Shiganshina qu'Erwin avoue à Levi, pourtant menacé par ce dernier, qu'il veut absolument participer à l'opération. Avec un bras en moins, le caporal juge qu'il devrait rester en retrait et qu'il serait plus utile vivant et déléguant ses ordres. Mais obsédé par sa quête, Erwin avoue à son soldat qu'il tient plus à accomplir son rêve qu'à la victoire de l'humanité. Finalement, lui aussi était esclave de son rêve. Il se voit alors ironiquement l'abandonner, perdant la vie à quelques mètres seulement de son objectif. Un traitement sévère, mais qui nous permet néanmoins de constater les chaînes de ses obsessions. エルヴィン。先生、壁の外に人類がいないってどうやって調べたんですか？ Nous remarquons ici une scission entre les personnages réussissant à se détacher de leur obsession et ceux n'y arrivant pas. Les survivants seront touchés par cette révélation presque salvatrice, prenant connaissance des chaînes qui les entravaient, alors que ceux qui n'y ont pas résisté se font punir par l'absurdité des événements. Kenny Ackerman, se rendant compte qu'il ne pourrait jamais devenir transcendant comme Uli, se laisse mourir. Yelena, qui voulait plus que tout faire partie de l'histoire, finira à des kilomètres de la bataille finale, dérivant sur une barque. Frock, désireux plus que tout le salut héroïque, finira sa vie immobilisé dans un hangar, attendant sa propre mort en dessous d'un vrai sacrifice héroïque. Et bien sûr, Eren Yeager qui, au nom de la liberté, privera le monde de la leur et finit enchaîné par cette soif de volonté. L'attaque des Titans, c'est de multiples personnages tous plus intéressants les uns des autres. Tous soumis à leurs obsessions, ils possèdent chacun une conclusion à leur hauteur. Rainer Braun est le devoir d'un guerrier. Berthold Hoover et le poids de la culpabilité, Sig Yeager et son nihilisme, Hanzi Zoe et son humanisme insoutenable, Jean Kirstein et le doute de l'abnégation, Historia Reiss et son émancipation, Ymir et le rôle de l'identité, Connie Springer et la perte de l'innocence, Sacha Brown et la simplicité courageuse. Alors je pourrais continuer, il en reste tant, mais j'aimerais que cette vidéo ne dure pas 2 heures, alors passons à la notion suivante. Pour avoir sa liberté, il faut la gagner. Et pour gagner sa liberté, il faut se battre. Une injonction séduisante que nous suivons aveuglément depuis les premiers chapitres. Si Eren ne cessait de se le répéter, battons-nous, nous accordons tous à notre personnage une évidente vérité, qui était déjà la cause de la survie de Mikasa, suite à l'agression des trafiquants qui assassinent ses parents. Ce monde est cruel, mais il est à la fois très beau. Toutes les victoires d'Eren et du bataillon ne devaient ses origines que par cette injonction au combat. Le point de vue des soldats était alors tout naturellement à notre honneur. En entrant au bataillon, si vous avez peur, si vous ressentez une rage intense, alors criez. Ce salut était celui de l'humanité. Dédiez votre cœur et battez-vous jusqu'à votre dernier souffle, car c'est l'unique moyen de se rebeller contre ce monde impitoyable. Dans la bouche du Major, rien ne nous paraissait plus beau. Mais quelle magnifique écriture! Nous, lecteurs, comme les personnages de la 104e brigade, avons été menés en bateau. Après la révélation du monde extérieur, c'est une toute autre réalité que nous avons à encaisser. Devant la mer, voilà alors cette amertume. Ce paysage pourtant rêvé n'est en fait qu'une bien maigre récompense. Les Eldiens de Paradis ne sont pas les derniers survivants de l'humanité. Ils étaient en fait exilés du monde moderne, pour cesser le feu. Mais les nations étrangères continuaient de mener une guerre qui n'était pas près d'en finir. Devant ces révélations, c'est toutes nos croyances qui sont détruites et refaçonnées. Une grande désillusion qui ne cessera de nous faire regretter nos premières certitudes. Le Sasageyo, représentant l'histoire de nobles soldats, prêts à donner leur vie pour le triomphe des hommes face aux bêtes anthropophages, n'a aujourd'hui plus la même signification. Un salut anciennement si séduisant, bien qu'ayant goût d'un fascisme, est dorénavant plus que le souvenir d'une vérité absurde. Repris par les pro-Jaeger, ce cri résonne maintenant de manière plus funeste. Ce qui était le symbole de la liberté est détourné et devient une réelle marque de ralliement fasciste. Lorsque Mikasa emprisonne Louise, bien qu'étant la sauveuse de la petite, Louise relate le salut n'ayant pourtant pas connu sa dimension. Le signe n'est plus que relayé par des fans plutôt que par des âmes. Comme pour Mikasa, le geste nous paraît alors ridicule.
Nous avons été trompés, mais comment nous en vouloir? Tout comme ces anciens soldats, nous n'en savions rien. Les ennemis d'hier deviennent alors les martyrs d'aujourd'hui. Et nous aussi, nous revenons sur nos positions. Se battre, oui, mais où cela nous a-t-il menés? Isayama nous montre par tous ces changements de paradigme que tout le monde, ennemi comme allié, peut être compris. Toi et moi, Reiner, on est pareil. L'auteur ne le fait pas qu'en mettant en scène des personnages tourmentés, il le fait en trompant également ses lecteurs. N'est-ce pas ici la meilleure des manières pour nous éveiller? C'est par l'arc du soulèvement que nos premiers états d'âme sont bouleversés. Si l'ennemi a toujours été les titans, l'homme est un loup pour l'homme. Le bataillon ne se bat plus seulement contre cet ennemi commun, comme l'avait déjà annoncé le commandant Pixis, mais contre lui-même. Car si l'ennemi commun est la seule solution au rassemblement des hommes, la plus grande menace reste inchangée. C'est notre avidité, notre intelligence, et donc les conflits au sein de notre communauté. Pour Thomas Hobbes, l'homme serait mauvais par nature, et il y aurait 3 causes de guerre: la rivalité, la méfiance et la fierté. Si lors des premiers arcs, ce sont les lieux forestiers qui représentaient cette hostilité complète de l'état de nature, où le conflit est permanent et où la violence était la seule réponse possible, c'est aujourd'hui, même à l'intérieur des murs, que nos soldats se confrontent à cet état belliqueux. Nos soldats doivent alors perpétuer la bataille jusqu'à retrouver cette sensation dramatique. Car tuer un titan démuni d'âme, c'est quelque chose, mais tuer un homme, c'en est une autre. Les personnages comme les spectateurs sont alors peinés de ce sentiment d'insécurité toujours plus grand qui s'apprête alors, encore, à perpétuer un cycle de guerre. Parlons maintenant de l'héritage. L'héritage que représente la jeunesse dans l'attaque des titans. C'est parce qu'il faut absolument sortir de la caverne que si même nous, lecteurs, avons été trompés par l'intrigue et par ces changements de paradigme, que 2 personnages ont eu droit à l'apprentissage. Falco Glace et Gabi Brown deviendront en fin de récit les dépositaires des rares morales positives que nous pouvons garder. Bien qu'étant un des personnages les plus détestés par la communauté, en raison de la mort de Sacha, Gabi Brown en est un des plus réussis. Enfants soldats eldiens issus du camp de Revelio, Falco et Gabi représentent la naissance du nouveau cycle. Endoctrinés par l'idéologie Mar et par l'armée, ils étaient candidats en tant que réceptacle à la succession des titans primordiaux. Ce duo discordant est relié par un amour non réciproque. La gentillesse et l'empathie de Falco traînent à ses pieds le caractère impulsif, violent et têtu de Gabi Brown. Les 2 aspirants guerriers, enfermés dans un système de valeurs délétères, auront le droit à un séjour direct chez leurs ennemis. Après être montés à bord du dirigeable du bataillon, en abattant Sacha, ils seront rendus prisonniers par les Eldiens. Enragé, Gabi tue le geôlier et fuit sur les plaines de Paradis, entraînant Falco, déboussolé par les événements. Obsédée à l'idée d'être une bonne Eldienne et de prouver au monde qu'elle et ses proches ne sont pas des monstres, elle tombe dans la haine de l'ennemi, une vision binaire où les insulaires de Paradis ne peuvent qu'être des démons et les Eldiens continentaux que des martyrs. Elle est l'incarnation même des conséquences de la propagande de son pays, devenant une figure fascisée, même fière d'être opprimée. Captive sur Paradis, quand Falco essaye de lui retirer son brassard afin d'éviter les suspicions, Gabi se révolte violemment, prétextant que le brassard est pour elle la seule manière de prouver qu'elle est une bonne Eldienne, contrairement aux insulaires. あんたが好きにすればいい。別についてこなくていいから。ああ、そうかい。好きにさせてもらうよ。じゃあこれ捨てといてやるから。返せ！お！なんでだよ。こんなもんがここで何の役に立つってんだよ。私は善良なエルディア人なの。それがないと島の悪魔と同じになるでしょ。 Ce terrible symbole oppressif que représente ce tissu sera pourtant pour la jeune soldat l'unique chose à laquelle se raccrocher, se réduisant à cette identité factice qui manque de s'effondrer à tout moment. Cette haine douloureuse et ardue nous rappelle évidemment celle d'un enfant qui a grincé des dents, ce jour-là, lors de l'attaque de Shiganshina. Gabi, c'est le reflet d'Eren, mais dans le camp adverse, une rage qui hurle et qui s'accumule, et qui n'attend rien d'autre que de perpétuer un cycle de violence, un cycle de haine. Mais vient alors cette scène qui pourrait être considérée comme secondaire, mais qui représente selon moi toute la catharsis de l'absurdité de la guerre. Les 2 captifs sont retrouvés par Kaya, une jeune Eldienne qui, par le passé, avait été sauvée par Sacha, alors que sa mère se faisait dévorer vivante par un titan. Impuissante devant ce spectacle, elle observa la scène, figée, pensant mourir, jusqu'à ce que notre jeune soldat combattit le titan à main nue, permettant la survie de Kaya. Hébergés par la famille Browse, les parents de Sacha prennent aujourd'hui en charge des orphelins. Voilà que Kaya, ignorant être en face de la meurtrière de son héros, propose à Gabi et Falco de déjeuner à leur refuge. Dans l'anonymat, sous les faux noms de Ben et Mia, les 2 captifs sont dévisagés par Kaya, qui décidera alors de les protéger en jouant le jeu de leur fausse identité.
Et c'est plus tard, lors d'une scène de discussion, où Gabi rencontre les premières fissures de son idéologie manichéenne. 私はどうすることもできなくて座ってたの。ただここからあそこでお母さんが食べられる音を聞いてた。お母さんはずっと生きたまま食べられてた。次第に声も上げられなくなった。声が出なくなるまで叫んだからだと思う。壁の外には人類がいて、私たちは悪魔の民族だって言ってるんでしょ。でも、なんでそんなに恨まれているのかよくわからないの。ミア、ベン、教えて。お母さんは一体何をしたの？何をしたからこんなに恨まれているの？何千年も世界中の人々を虐殺したからでしょ。何千年？そんなことも忘れていたなんて。エルディア人は何千年もの間巨人の力で世界を支配し蹂躙してきたの。他の民族の文化を奪って望まれない子を産ませて数えきれないほど人を殺してきたの。被害者ぶるのはやめて。でもお母さんはこの辺で生まれ育ったからそんなひどいことはしてないと思う。だから100年前あなたたちの先祖が犯した罪の大きさが問題なの。100年前ってじゃあ今生きている私たちは一体何の罪を犯しているの？ついこの間だって私の町を蹂躙した。私のお母さんが殺されたのは4年前だからその罪じゃない。だから先祖が世界中の人を虐殺したから。お母さんは誰も殺してない。ねえミア、ちゃんと答えて。なんでお母さんがあんなに苦しんで殺されたのか何か理由があるんでしょ。そうじゃなきゃおかしいよ。なんでお母さんは生きたまま体を食べられたの？ねえ、何のために殺されたの？ねえ、なんで？ Impossible de répondre aux multiples questions de Kaya, Gabi prend conscience de l'absurdité de sa position par ce dialogue maïeutique. 威力偵察です。4年前のパラディ島侵攻の目的は大攻勢を見据えての威力偵察でした。カヤさんのお母さんはそれに巻き込まれたんです。お母さんには何の罪もありません。ごめんなさい。 Et toute la suite de son parcours consistera en la déconstruction progressive de ses idées, à l'acceptation de l'autre, par leurs différences. Plus tard, Gabi est confrontée à Nicolo, prisonnier sous condition de paradis. Pensant qu'un Mar ne pouvait que se réjouir de la mort d'une insulaire, elle se vante du meurtre de Sacha, la jeune femme que le Mar avait pourtant aimée. Provoquant son immense colère, elle se retrouve devant sa propre contradiction lorsque Nicolo, ivre de rage, menace de tuer Falco. « Il n'y est pour rien !» crie Gabi. Elle dit pourtant ici la même chose que Kaya lui disait à propos de sa mère. Absurde, n'est-ce pas? Son monde s'écroule alors quand l'intervention d'Arthur et du bataillon succède la scène. Passant le couteau au père de Sacha, Nicolo invite Arthur à venger sa fille. Dans cette période de guerre, il aurait été pardonné. Mais ce dernier décide de poser l'arme plutôt que de la brandir. Voici son discours. Si on ne veut pas que ces tragédies se répètent sans fin, il faut qu'on tire les enfants de ce bourbier. Ce geste symbolique est un appel au pacifisme, devant la jeune soldat qui n'a jamais connu tel discours. Suite à ça, Gabi pense que les insulaires aimeraient sa mise à mort, mais le bataillon conteste cette idée. Ce voyage initiatique aura été douloureux. Ce passage vers la vérité par la destruction de ses illusions ne peut qu'être traumatisant, pour celle qui était pourtant destinée à devenir une guerrière impitoyable. Même si les vérités historiques ne peuvent être balayées d'un seul discours, Gabi comprendra, à la fin de son voyage initiatique, ou lors de la bataille finale, elle sauvera les insulaires d'un titan, puis demandera leur aide afin de mettre un terme au grand terrassement. Oh, 許せない。どうしてお姉ちゃんを殺したやつのことなんか心配するの？私は殺してやりたい。もう行ったみたいだ。俺たちも行くぞ。ガビ。悪魔なんていなかった。この島には人がいるだけ。やっとライナーの気持ちが分かって。私たちはみ
たわけでもない人たちを一方的に悪魔だと決めつけて、ずっと同じことを繰り返してる。ごめんね、ファルコ。あんたは分かっていたのに巻き込んで。Ce qui fait d'SNK une œuvre d'une richesse difficilement égalable est que, comme toute bonne histoire, elle se développe à travers des personnages retraçant toute la complexité du caractère humain. Isayama nous offre avec sa plume une galerie de portraits qui nous semblent tous plus réels que fictifs. Des personnages représentant tout le spectre de ce qui fait tantôt la beauté des hommes, tantôt leur cruauté les plus primordiales. Des figures ambiguës et contradictoires, acteurs d'un drame historique et philosophique, qui sont tous tour à tour attachants et inspirants, méprisables ou détestables. Ils portent en eux tous les stigmates, les ambivalences et les espoirs d'un monde plongé dans une guerre perpétuelle. L'Attaque des Titans, c'est un récit réaliste. Non pas au sens où il est conforme à notre monde véritable, au sens où son histoire, plongée dans un monde fantastique et surnaturel, met en scène des comportements et des questionnements plus humains que fantastiques. Dans un monde de titans, je crois bien que nous aurions ici tout le bestiaire de nos comportements et de nos idées. Contrairement aux apparences des codes du cinéma et de la mise en scène, peu de personnages peuvent se targuer d'être de véritables héros. Eren Yeager, protagoniste de son épopée, ne peut se couvrir d'éloges par ses spectateurs. Pourtant, ayant appris à aimer et à trembler devant le destin de ses héros, nous sommes placés dans une position inconfortable. Si notre cœur sera certainement du côté de notre personnage, seul juge de cette histoire, nous ne pouvons évidemment pas soutenir ses actions. S'étant grandement inspiré du poème Le Paradis perdu de John Milton, nous pouvons faire un parallèle évident entre Satan et le personnage d'Eren. Les deux figures représentent une volonté absolue d'atteindre la liberté, en opposition avec l'ordre établi. Ils iront déclencher une apocalypse pour atteindre leurs idéaux. C'est dans ce récit moralement très ambigu que toute la splendeur de l'interprétation d'Isayama fait mouche. Ne tombez pas dans le panneau. Parfois accusé de pris parti fasciste ou antisémite, il n'en est rien. C'est même le mouvement de la révolte qui sera prôné dans l'Attaque des Titans. C'est la victoire après un coup d'État, la dénonciation d'une monarchie catastrophique, mais surtout l'esprit d'action contre le renoncement qu'incarne le bataillon. Cette histoire aura réussi à vous aveugler et à vous enrager. C'est tout l'objectif d'une fiction. Mais l'auteur ne semble jamais juger ses personnages de manière formelle. Il transforme d'un chapitre à l'autre ses héros en criminels, peignant autant la beauté du cœur que la beauté de la raison. Les rois sont autant ridiculisés que les esclaves héroïsés, les braves figures de guerre sont autant déconstruites que sauvegardées, le libre arbitre est autant mis en avant, puis déconstruit par les déterminations du récit. C'est en fait le relativisme, le fil conducteur de ce récit qui met en scène à la fois le meilleur et le pire de l'humanité. Et son personnage principal, auteur du plus grand génocide qui n'ait jamais existé, nous aura appris que nous aussi aveuglés, il nous faudra prendre plus souvent du recul sur nos certitudes pour ne plus suivre aveuglément les notions qui nous paraissaient si évidentes à la fin de ce premier chapitre. Eren, nous t'aimons en tant que personnage fictif, nous te détestons en tant que figure historique. Cette liberté-là, nous ne la voulons pas. La tragédie de l'Attaque des Titans est comparable à un caractère absurde de l'existence. L'absurdité d'un monde terriblement matérialiste et cruel dont on ne peut pas en saisir le sens. Le matérialisme de Paradis offre à ses habitants une réalité amère, une solitude violente qui n'accorde aux hommes aucune justification face à la guerre et à l'oppression. C'est un monde dénué de toute entité spirituelle ou transcendante, un monde qui n'offre à l'esprit humain aucune consistance, aucune raison véritablement valable pour s'accrocher à la vie. Le bien et le mal ne sont pas des absolus, mais de pures constructions relatives au peuple et à leurs intérêts. Dieu est mort. Les seules figures incarnant une symbolique divine ne sont rien d'autre que des individualités instrumentalisées et terriblement perdues. Ymir n'est qu'une jeune esclave prisonnière d'une passion toxique, et sa fausse représentante n'est qu'une gamine forcée à jouer le rôle d'une descendante fantoche, permettant à ses adorateurs de lui vouer un faux culte, tandis que l'ordre religieux des murs est un culte sacralisant le plus grand symbole d'oppression matérielle du peuple, les murailles. Et ils tiennent à leur tête des pasteurs qui n'ont que pour seul objectif de garder secret la réalité historique. Face au caractère absurde et décevant du monde, il y a plusieurs positionnements possibles. Se battre, en croyant pouvoir arranger les choses, mais dans ce cas-là, il faut une flamme, il faut y croire, sincèrement et aveuglement, car sinon, comment donner un sens à nos combats ? Dans un monde dénué d'abstraction, c'est assez compliqué de tenir ces idées-là. Ou alors, on peut rester passif. Mais dans ce cas-là, comment savourer son quotidien à côté de vérités qui enlèvent tout intérêt ? Et cela manque cruellement d'ambition. Pour d'autres penseurs, qui faisaient de la compréhension du monde un objectif primordial, comment réagir face à l'absurdité ? Albert Camus a donné une réponse. C'était par le chemin ardent, par la bataille jusqu'à la fin, qu'on devait trouver sens. Cela, même si nous n'accédons jamais à la vérité. C'est par cette philosophie qu'Erwin Smith encourageait ses troupes à charger vers la mort.
il faut imaginer Sisyphe heureux. Mais le Major n'incarnait en rien la philosophie de Camus. Si ces mots étaient admirables, ce n'était que de la poudre aux yeux. On a bien compris qu'il était en fait obsédé par sa quête de connaissance. Mais il y a un autre personnage majeur qui incarne une philosophie radicale. Sig Heger, le frère d'Eren, semble penser comme un Schopenhauer. Il incarne un nihilisme, un vitalisme même, de l'existence et de son caractère déprimant. Schopenhauer était un pessimiste extrême. Après avoir pensé saisir la réalité du monde, ce qu'il appelait la volonté et la représentation, il en conclut une finalité brutale. Comme jeté dans une existence qu'on ne maîtrise pas, l'homme est condamné à se battre perpétuellement pour des causes qui n'en valent pas la peine. Pour Schopenhauer, la volonté, cette force qui nous poussait à nous reproduire, à perpétuer l'existence alors que nous ne saurons jamais pourquoi nous existons, c'est une tragédie qui ne pouvait se résoudre que par la mort. Sig Heger est un Schopenhauer militaire, un vitalisme fataliste qui voit la vie comme une force poussant les êtres à la multiplication dans un cycle de vie et de mort absurde. 物質しか存在しなかった頃、有象無象の何かが生じては消えてを繰り返し、やがてあるものが生き残った。それを生命と呼ぶ。結果的に生命が残った理由は、生命が増えるという性質を持っていたからだ。増えるために生命は姿形を変えてゆき、あらゆる環境に適応し、今日の我々に至る。より多く、より広く、より豊かに。つまり、生きる目的とは増えることだ。この砂も、石ころも、水も、増えようとはしない。だが、生命は今日も増えようと必死だ。何せ死や種の絶滅は増える目的に反する。そのために恐怖という罰則があり、あの子もその苦しみから逃れようと必死だった。より強く、より巨大な不死身の体を生み出し、そして死さえ存在しない世界へと彼女は逃れた。それが始祖ユミル。ここが死の存在しない世界。La vie n'est pas qu'une résultante de processus physiques et chimiques, mais une puissance comme volonté à part entière, appartenant au monde. 教えてください。ここから外の世界に戻る方法は。さあね、もう無理だと思うけど。僕は何も諦めてません。どうして？それは。まだ増えるためか？種を存続させることが君にとってそんなに大事なのか？今起きていることは恐怖に支配された生命の惨状と言える。全く無意味な生命活動がもたらした恐怖のな。仲間が戦っているんです。今ならまだ多くの人々を恐怖から救えるから。恐怖と戦っているんです。なぜ負けちゃダメなんだ？生きているということはいずれ死ぬということだろ？案外、事切れる前はほっとするのかもな。何の意味があるのかもわからず、ただ増えるためだけに踊らされる日々を終えて、これで自由になったって。Après tout, peut-on lui donner tort? Le premier roi Fritz, sur son lit de mort, devant ses 3 filles, ordonna sa dernière volonté. Soyez féconds, procréez, reproduisez-vous, ne laissez pas le sang d'Ymir se tarir. Quand votre heure viendra, donnez votre échine à manger à vos enfants, et qu'à leur tour, ils en fassent de même, de génération en génération. Perpétuez, après ma mort, la domination écrasante d'Eldia sur le monde. Héritier du sang royal, Sig Heger est un des rares personnages à obtenir les souvenirs des précédents possesseurs des titans primordiaux. 哀れだ。歴史の過ちを学んでいないとは。レイス王によって世界の記憶を奪われたのは悲劇だ。だから何度も過ちを繰り返す。しまいには壁の中の奴ら全員、年寄りから子供まで特攻させるんだろうな。どうせ誇り高き死がどうとか言い出すと。ふざけやがって。
le monde est absurde. Victimes des anciens rois, les Eldiens sont condamnés à répéter les mêmes erreurs, en boucle. Alors comme disait Schopenhauer, il n'y a plus qu'une seule solution à cette absurdité, la mort. Bien que sa philosophie fût d'un ordre plus individuel, nous pouvons comparer cette forme de nihilisme à celle de Sig. Sa solution face au cycle de la guerre, un génocide silencieux. Grâce au pouvoir des titans, il souhaite euthanasier les derniers Eldiens en les rendant stériles. Son plan libérerait l'humanité de la malédiction des titans, et cela sans avoir recours à une annihilation totale et violente comme un grand terrassement. Paraissant moins radical que le plan d'Eren, cela reste un objectif odieux, mais par son détachement, Sig ne remet jamais en cause sa moralité. La vie est absurde après tout. Mais comme vous le savez, son frère n'avait que faire de sauver le monde, empêchant alors le plan de Sig de fonctionner. C'est alors qu'il est prisonnier dans l'Axe, lieu transcendant qui relie chaque prédécesseur des titans primordiaux à la volonté d'Ymir, qu'il discuta avec Armin lors de la bataille finale. Cette incompréhension, face à la décision de son frère, fait ressortir comme à chaque fois un pessimisme extrême. Mais Armin, prenant part à la réflexion de Sig, se rappelle des souvenirs qu'il avait plus jeune. 丘にある木に向かって3人でかけっこをした。言い出しっぺのエレンがいきなり駆け出して、ミカサはあえてエレンの後ろを走った。やっぱり僕がドベで。でもその日は風がぬるくて、ただ走ってるだけで気持ちよかった。枯葉がたくさん舞った。その時僕はなぜかこう思った。ここで3人でかけっこをするために生まれてきたんじゃないかって。雨の日、家の中で本を読んでいる時も、リスが僕のあげた木の実を食べた時も、みんなで市場を歩いた時も、そう思った。この何でもない一瞬がすごく大切な気がして。それは？これは砂に埋まってました。Devant la déclaration d'Armin, Sig semble comprendre un peu plus la philosophie d'Albert Camus. そうだ。ただ投げて、取って、また投げる。ただ、それを繰り返す。何の意味もない。でも、確かに、俺はずっと、キャッチボールをしているだけでよかったよ。Peut-être alors que l'habitude du désespoir est plus terrible que le désespoir lui-même. Nous pouvons comparer l'histoire des erreurs de paradis à un mythe assez connu, relayé par Platon, le mythe de l'Atlantide. Cette ancienne île, fondée par Poséidon, après l'union du dieu et d'une mortelle, aurait prospéré comme un lieu vertueux, qui n'avait rien à envier aux autres continents, possédant toutes les ressources nécessaires à la procréation de la vie. Mais le temps passa et le peuple de l'Atlantide oublia tout ce qui faisait la grandeur de son histoire et de ses origines. C'est par l'oubli de l'ordre cosmique, un principe divin qui était nécessaire et imposé par les dieux pour conserver l'harmonie de l'île, que les Atlantes sont devenus un peuple décadent. Ce déséquilibre qui amena le royaume à son annihilation, englouti sous un déluge d'eau par la colère des dieux, est comparable au cycle de la haine de la tragédie de Paradis. Depuis Platon jusqu'à nos contemporains, c'est par la mémoire que nos peuples ont pu s'améliorer et ériger une condition plus stable. L'ancien roi Fritz a eu tort, il a cru en une liberté temporaire. Ayant honte des péchés de leur pays, la prospérité d'Eldia s'est conclue par l'exil de son peuple comme traité de paix, laissant en contrepartie une part de leurs hommes en esclavage. Supprimant la mémoire de son peuple, il se créa un havre de paix illusoire, mais cette liberté factice ne peut pas durer. Pourtant, c'est peut-être lui-même qui s'est donné son propre tort. Si le roi voulait rendre son peuple captif et ignorant de ses origines, pourquoi a-t-il créé le bataillon d'exploration? La réponse est simple. L'homme est condamné à cette pulsion, cette envie de sens par la liberté. Alors, c'est pour laisser à ces marginaux, soif de connaissance et de révolte, une quête identitaire. Le bataillon permet de canaliser ces individus et les mener à une mort certaine. Ce corps armé entretient l'espoir de la population tout en décourageant quiconque voulant s'aventurer au-delà des murs. À chaque retour d'expédition, il rappelle au peuple la terreur et les dangers des titans, les dangers de tout ce qui est étranger. Il faut relire Platon et sa caverne. Cette privation de liberté a duré alors des décennies, jusqu'au jour où un homme spécial se hissa au sommet du commandement.
Le passé constitue un enjeu majeur du récit. Le poids des vécus individuels des personnages écrase leur dignité par cet héritage commun. Leurs identités se construisent alors sur des bases contradictoires, marquant au fer rouge des stigmates qui ne semblent avoir pour réponse que la violence. C'est par la falsification de la réalité historique que les mythes et les croyances se profanent. L'histoire s'avère être alors un obstacle à la liberté pour les peuples et les individus. Le mythe est utilisé comme base de propagande à des fins politiques. C'est la déformation du mythe d'Ymir qui influence les croyances. Tantôt une déesse bienveillante qui érigea des avancées technologiques grâce à son pouvoir, tantôt elle représentait le diable qui pacte avec un démon pour diriger les populations. Ces déformations conduisent les sachants à décrire le monde comme absurde et à s'en détacher progressivement. この世に真実などない。それが現実だ。誰だって神でも悪魔にでもなれる。誰かがそれを真実だと言えばな。Nous constatons par l'apprentissage du récit de l'absurdité des conséquences d'un peuple ayant oublié son histoire. Il faut conserver absolument le passé et l'enseigner à nos descendants, car comment espérer un plus bel avenir en recommençant les mêmes actions? Bon, c'est bien beau de prévenir, d'expliquer ce qui est mauvais et ce qu'on devrait éviter, mais maintenant, il faut guérir. Comment faire lorsque le cycle est en marche? Comment y mettre un terme? Nous ne le saurons jamais exactement. Eren n'aura évidemment pas réussi. Il n'a même pas vraiment réussi à trouver le moyen d'atteindre une liberté comme elle était dépeinte lors des premiers chapitres. Il aura égoïstement réussi à sauver ses amis proches, au prix de sa liberté et de ses honneurs. Son objectif, si puéril et naïf, ne sera pas glorifié. Eren n'est ni un idéal, ni un sauveur, ni un messie. C'est au chapitre 139 que la figure virile et déterminée d'Eren est déconstruite lors d'une scène d'aveu plus que nécessaire à la conclusion de son œuvre. Cette figure séduisante se retrouve tout d'un coup, les fesses dans l'eau, en pleurs, avouant qu'il aimerait que Mikasa ne l'oublie jamais, qu'elle n'aille pas avec un autre homme. Une scène grandiose et pathétique où le leader froid et charismatique n'est plus qu'un adolescent exprimant une peine de cœur. それでどう思ってたのさ。何が？ミカサのことだよ。エレンのことを忘れて誰かと幸せに生きていけると思う？君が望んだ通りに。さあ、わかんねえ。わかんねえじゃないだろ。僕は許した覚えはないぞ。ミカサの恋心を無限にしたことはどう思ってるんだ。命がけでずっとエレンだけを見てきたミカサに俺のことは忘れろで済まされると思っているのか。少なくともミカサはこんな女泣かせのことは忘れて幸せになるべきだね。まあ案外すぐにいい人見つけてあっさりくっつく気もするな。やだ、そんなのやだ。ミカサに男ができるなんて一生俺だけを思っててほしい。俺が死んだ後もしばらく10年以上は引きずっててほしい。ああ、そこまでかっこ悪いことを言うと。今のはミカサには言わないでくれ。幸せになってほしいんだよ、本当に。でもEren n'est pas un révolutionnaire charismatique guidé par une volonté vertueuse. Il n'est pas non plus un monstre sans pitié. C'est un gamin perdu, à qui on a brisé toutes les illusions. On lui a promis la liberté. Or, tout semble s'opposer à cette liberté. Eren est un enfant perdu, il est émotionnellement instable. C'est un enfant égoïste qui n'a pas eu le temps de faire le deuil de ses espoirs. Pourquoi un génocide? Pourquoi aller aussi loin? Par vengeance pour sa mère? Par colère? Au chapitre 131, juste avant de décider l'acte final, Eren se confie à Ramsey, un enfant issu du bidonville dont il se voyait déjà écrasé et dévasté. La culpabilité est être lourde à supporter. En pleurs, il se confie à sa future victime. それだけじゃない。壁の外の現実は俺が夢見た世界と違ってた。アンリの本で見た世界と違ってた。壁の外で人類が生きていると知って俺はがっかりした。
ごめん。ごめんなさい。 Eren le sait, il est guidé par cette pulsion. Même s'il n'aurait pas su que ses amis allaient l'arrêter, il aurait dévasté le monde malgré tout. 俺は平らにしたかったんだ。この景色が見たかった。なんでかわからねえけど、やりたかったんだ。どうしても。 Détruire le monde, parce qu'il est décevant et mauvais, mais aussi parce qu'il le peut. C'est l'expression naïve et puérile de la psychologie d'Eren, un gamin qui, contrairement à un autre, n'a pas eu le temps d'apprendre par lui-même. Pour Isayama comme pour Thomas Hobbes, la violence est inhérente à l'homme. La conclusion du récit illustre parfaitement cette croyance, car si Eren a réussi à terminer un cycle de guerre, il recommencera des décennies plus tard. Aux antipodes des fins narratives classiques du récit initiatique, dans l'attaque des titans, rien n'est résolu. Eren a mis fin à un cycle temporaire au prix d'un échange catastrophique. Loin des représentations des personnages vertueux, nous avons suivi une histoire tragique où les enjeux historiques resteront des thématiques en suspens. Mais après tout, il s'agit d'une fiction. L'auteur n'a pas de devoir de solution, mais d'art. Malgré tout, Isayama a pourtant semé une réponse. Quelques graines qui laissent parfois entrevoir un début d'espoir. Il peut y avoir des élans de bonté, par l'abnégation, par la miséricorde. Quand une victime, le couteau à la main devant son agresseur ayant assassiné sa fille, renonce à la vengeance et décide de le déposer plutôt que de le brandir. Quand un monarque royal, pourtant si puissant, décide de s'agenouiller devant son assassin, issu d'un peuple opprimé. Quand un étranger, contre une remarque déplacée, a le courage de rassembler par des mots vertueux plutôt que de moraliser. Quand une fille fait le premier pas devant son ennemi, celui de la bonté et de l'écoute, c'est là que le monde peut changer. Bien qu'étant un des pas qui semble être des plus difficiles à réaliser, il est présenté comme le seul moyen de changement. C'est alors que Gabi Brown découvre, lors de son séjour en tant que prisonnière puis fugitive sur Paradis, sauvée par la famille qu'elle vient pourtant de briser, que la rédemption ne se trouve nulle part ailleurs que dans le pardon. Ne pouvant répondre aux multiples questions de sa soi-disant ennemie, Gabi apprend alors à voir au-delà de ses paradigmes. Sa vision manichéenne du monde s'effondre face au pardon des Braus, à la fureur de Niccolo et à l'absence d'hostilité du bataillon. C'est lors de la scène autour du feu, alors que le grand terrassement est mis en marche, que, pour la première fois, même s'ils sont réunis par les circonstances de l'ennemi commun, Eldien et Mar ne se font pas la guerre, mais discutent. Cette alliance qui passe par la désignation des crimes de chaque acteur, bien que pointée du doigt, se solde par une union. Chacun reconnaît ses crimes et ses responsabilités, et cette fois-ci, personne ne trouve d'excuses. 確か、彼の死に兄が関わってると言ってましたよね。もう兄から聞いたんですか？マルコの死の真相を。私がマルコから立体起動装置を取り上げた。だからマルコは巨人に加わり。兄は俺の命令に従っただけだ。Il ne s'agit pas de pardonner l'inexcusable, mais de mettre de côté les rancunes et d'avouer sa part de responsabilité. Car nous le savons tous, si nous avons le courage d'être sincères, nous sommes absolument tous responsables. この責任は我々全ての大人たちにある。憎しみを利用し、憎しみを育み続け、憎しみに救いがあると信じ、我々が至らぬ問題の全てを悪魔の島へ吐き捨ててきた。その結果、あの怪物が生まれ、我々が与え続けてきた憎悪を返しに来た。 C'est alors qu'autour du feu naît un nouveau groupe social, où le poids du cœur est douloureux, mais où l'espoir de l'avenir est plus flamboyant. 誰が想像できただろうか。私たちが火を囲んで食事するなんて。 Les survivants finaux du nouveau bataillon, en tant qu'amis de notre héros mais surtout ennemis de ses idées, auront pour ultime destin de devenir ces figures de guerre. Non pas comme nobles combattants, mais comme émissaires de paix. Levi Ackerman, dernier vétéran de guerre, incarne les souvenirs de ces fameux poilus, gueules cassées, pouvant enfin témoigner dans un monde plus tranquille des atrocités du passé. Si les survivants de cette épopée reviennent sur Paradis afin d'accomplir leur devoir de mémoire, Isayama ne livre pas un message si naïf. La mémoire est importante, certes, mais elle n'est pas suffisante. Que dire de la mémoire d'Erwin qui fausse les idéologies de Paradis menant les pro-Jaeger à un régime fasciste? Et que penser de la supercherie d'Eren qui falsifie l'histoire faisant passer Armin et ses amis comme les héros du monde? Un mensonge qui peut paraître secondaire, mais qui fait passer ce devoir de mémoire comme hypocrite.
La mémoire peut également faire l'objet de récupération politique et d'instrumentalisation. Les dernières pages du manga nous démontrent qu'elle n'aura finalement pas été suffisante. La guerre reprend des décennies plus tard et elle recommence sous d'autres aspects. Il y a donc également un travail de mémoire à effectuer. L'ancienne Eldia souffre d'un manque cruel d'historiens pour apprendre du passé. Alors aujourd'hui, il faut raconter, témoigner, nommer, dire au monde comment ces jeunes gens sont devenus criminels puis victimes, mais surtout dire au monde comment ils ont tous dépassé leurs hostilités pour s'unifier et espérer une meilleure condition. C'est à nous, lecteurs, de tirer notre propre conclusion. En tant que seuls sachants de toute cette tragédie, nous devons en tirer les meilleurs enseignements. Qu'est-ce que la liberté ? Voilà un terme vaste et complexe, où les grands penseurs de ce monde n'ont jamais réussi à en définir clairement son caractère. Pourtant, la notion principale de son histoire, Isayama n'aura pas présenté distinctement sa définition. À la manière d'un observateur naturaliste, l'auteur n'aura que mis en scène des personnages cherchant à obtenir une condition supérieure. Qu'est-ce donc vraiment la liberté ? Est-ce la sécurité pour le roi Fritz ? La possibilité de se suffire à ce que l'on a pour Carla ? Ou alors se battre et ne jamais s'arrêter, au nom d'une volonté comme liberté. Et l'obsession de l'atteindre, est-elle vraiment souhaitable ? En tout cas, la liberté des uns a réellement l'air de s'arrêter là où commence celle des autres. Au début d'un cycle de souffrance, aucune violence ne semble donner de réponse satisfaisante à cette liberté. Nous présentant une galerie de personnages essayant tant bien que mal d'échapper à leur détermination, c'est ironiquement par un destin tragique que tous semblent être rattrapés. L'allégorie d'Ymir et sa salvation par le geste de Mikasa résument ce qui est selon moi la conclusion de cette injonction à la liberté. Nous ne serons jamais réellement libres. Voilà la purulente vérité. Mais par le courage, l'écoute et surtout l'acceptation de ce qui est, l'homme peut prendre conscience des chaînes qui l'entravent et par ailleurs ériger une meilleure condition à cette liberté. N'est-ce pas à ce moment précis, lorsqu'un homme rêve, puis doute, lorsqu'il est prêt à contempler les environs ou lorsqu'il est prêt à livrer son cœur, pour aucune raison, mais qu'il décide de donner un sens à cette action, que la beauté du monde peut se faire ressentir ? Au final, je vous dirais qu'on ne pourra jamais réellement savoir ce qu'est notre liberté. Nous sommes peut-être plus libres que déterminés, ou plus déterminés que libres. Mais je vous souhaite à tous, d'un jour, vous permettre de rêver cette liberté. Car je pense que ce rêve peut être moteur d'une vie épanouissante et terriblement excitante. Très certainement que l'humain n'est pas assez avancé aujourd'hui pour connaître toutes les déterminations qui nous incombent. La liberté n'est sûrement qu'une illusion. Mais j'ai envie de vous dire, peu importe. Peut-être connaissez-vous la devise de John Ford dans L'homme qui tua Liberty Valance. Si la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende. De la même manière, je crois que pour certaines choses, il faut agir pour son bien et non pas pour un bien. Et que si un jour, vous vous sentez libre, par vos actions, par vos émotions ou dans votre prison, eh bien, c'est que vous avez réussi. Alors faites en sorte de vous sentir libre, que vous le soyez ou non. C'est, je crois, plus primordial encore que de douter toute sa vie d'une quête de vérité insaisissable. その日、人類は思い出した。